Voilà. Concernant le plan de l'information, donc comme je vous ai dit, donc on commencera par l'organisation comptable et par la suite, donc on va commencer module par module. Et donc dans chaque module, on prendra une norme qu'on va la défalquer, qu'on va enfin, la décrypter et on fera donc des cas pratiques, comment appliquer donc cette norme, comment la mettre en place dans notre travail quotidien. Donc, norme par norme, module par module. Par exemple, là, module mobilisation, donc on va voir les mobilisations corporelles, financières. Module stock, on va voir le stock, on va voir le compte client et vente, débiteur divers, tout ce qui est taxe, trésorerie, capitaux propres, débiteur divers. En fait, on va parcourir tous les postes de bilan et tous les postes de l'état de résultat. Ok. Voilà la méthodologie de travail. Donc, la méthodologie de la formation, donc, il y aura une exploration de la norme comptable parce que la norme comptable, c'est la base. En fait, c'est notre source d'information. Donc, c'est la réglementation, une réglementation comptable. Donc, aussi, donc, tout ce qui est technique comptable, donc, on va se baser sur les normes, mais aussi, donc, on va présenter les techniques comptables, les écritures comptables de chaque opération, donc, qu'on va voir. Et on va voir aussi tout ce qui est outils extra-comptables, les checklists de contrôle, qui nous permet de s'assurer que notre travail, donc, il a été bien fait. Et pour se préparer donc aux missions de commissariat aux comptes, aux missions de passage de l'auditeur, et donc qu'il voit donc que tout a été bien réalisé, bien documenté, donc il ne va pas se tarder lors de sa mission. Voilà donc la norme comptable. Donc chaque norme comptable en général, elle peut être défalquée en cinq sous-chapitres. Et là, la partie champ d'application, donc champ d'application de la norme. Et donc là, on parle des périmètres de la norme. Donc la norme, au niveau de la norme, au niveau de la champ d'application, donc il y aura donc la limitation de champ et il y aura aussi tout ce qui est exclusion de champ, donc tout ce qui est exclu de champ d'application de chaque norme. Il y aura aussi les critères de reconnaissance, c'est-à-dire, par exemple, pour la norme comptable sur les immobilisations corporelles. Donc, comment on reconnaît donc, une immobilisation? Donc, quelle est la définition d'une immobilisation? Donc, quelles sont les conditions nécessaires donc, pour reconnaître que tel élément constitue donc, une immobilisation et non pas, par exemple, un stock ou bien autre. La norme aussi, donc, une des parties, elle parle de tout ce qui est évaluation. Donc, l'évaluation, c'est-à-dire pour quelle valeur, donc, tel élément de l'actif va être présenté dans nos états financiers. Donc, quels sont les coûts qui sont inclus et quels sont les coûts qui sont exclus pour déterminer donc, la valeur de l'élément. Par exemple, pour les immobilisations, donc, on verra que ça, il est composé de plusieurs donc, types de coûts. Il y en a le coût d'achat, les coûts qui sont nécessaires donc, à la mise en fonctionnement de l'immobilisation, de la machine, l'immobilisation corporelle, et l'estimation des frais de démantèlement dans certains cas. Et donc, chaque norme, donc, elle précise exactement comment on fait l'évaluation. Donc, aussi, par exemple, la norme sur les stocks, donc, elle va nous préciser quels sont les coûts qui doivent être inclus, donc, en fait, dans le coût du stock et quels sont les coûts qui doivent être exclus du coût du stock. La norme aussi, en fait, dans une des parties, donc elle parle de la comptabilisation, donc tout ce qui est écriture comptable, quels sont les comptes qu'on va utiliser donc, pour passer cette écriture. Donc, par exemple, une opération d'achat, une opération de vente, une opération d'amortissement, une opération d'échange d'immobilisation, une opération de capitalisation de charges, une opération d'immobilisation en cours. Et tout, en fait, on va voir, donc chaque norme, là, on va voir les principales donc, écritures comptables possibles et qui sont nécessaires. Donc, on va les voir compte par compte. Et par la suite, dans une dernière partie, en général, les normes, elles parlent de tout ce qui est information à fournir. Donc, tout ce qui est information à fournir au niveau des états financiers et essentiellement au niveau des notes au niveau des notes aux états financiers. D'accord? Donc, ça, c'est en général donc, la structure des normes. Et nous, en fait, on va parcourir norme par norme et on va maîtriser tous ces domaines-là. Et donc, une maîtrise de ces domaines-là donc, nous facilitera énormément la partie comptabilité.
Parce que la comptabilité, donc auparavant, donc avant l'adoption des normes internationales, donc elle était purement technique. C'est-à-dire, donc, un comptable, il s'intéresse essentiellement aux comptes activité, aux comptes accrédités, mais en fait, tout ce qui est donc choix d'application, tout ce qui est critères de reconnaissance, tout ce qui est évaluation et tout ce qui est information, là, en fait, on n'accorde pas beaucoup d'importance. Et là, en fait, il n'y a pas d'information claire. Et donc, à partir du moment donc, on a adapté donc, les normes internationales, donc la comptabilité, elle a énormément évolué. Elle a passé d'une simple technique comptable donc à une vraie science, science comptable, là où vraiment donc, un comptable nécessite donc, des connaissances solides donc, aux normes comptables. Donc, et chaque élément peut changer radicalement donc la prise en charge de tel élément. Là, par exemple, donc, pour les mobilisations corporelles, donc chaque norme en général qu'on va l'étudier, à la fin, on fera donc comme une carte mentale. Et donc, pour résumer donc, le contenu de cette norme et pour vous faciliter le maintien et la maîtrise des informations donc, qui sont traitées donc, par cette norme. Exemple, par exemple, les mobilisations corporelles. Dans la première ligne, il y aura les critères de reconnaissance, l'évaluation initiale, les coûts ultérieurs, donc les amortissements, cas particuliers, les notes. Et par la suite, par exemple, les critères de reconnaissance, vous allez trouver par exemple l'avantage économique futur ou mesurable de façon fiable. En fait, quelles sont les définitions, quelles sont les conditions nécessaires donc, pour chaque sous-partie. Donc, on passera d'une norme à une norme une fois vraiment on a maîtrisé la norme et donc qu'on a en tête tout le contenu de cette norme. Donc, ça aussi, méthodologie. Et aussi tout ce qui est écriture comptable. Donc, on aura donc à travailler beaucoup d'exercices. Donc, pour chaque donc, norme, chaque fois où on passe par une spécificité, par des cas particuliers, donc on fera des exercices et on fera des corrections qui sont bien détaillées, donc avec les comptabilités, les comptes accrédités et en fait le détail de chaque calcul. Donc, on fera donc comment donc ce calcul il a été réalisé. Donc, ça aussi pour chaque exercice. Il y aura aussi là, en fait, la partie, donc tout ce qui est donc, outils extra-comptables, donc on utilisera donc, pour vraiment donc, bien cadrer notre travail et s'assurer que notre travail il a été bien réalisé. Par exemple, là, tout ce qui est examen analytique, donc, par exemple, pour les immobilisations corporelles, donc on fera donc, une comparaison entre les années 2020 et celles d'avant et contrôler en fait l'évolution donc, et détailler tout ce qui est évolution. Par exemple, là, il y a eu une croissance au niveau des mobilisations corporelles. Et là, on doit se préparer, donc justifier cette croissance, comment elle a été calculée, de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'il s'agit d'une acquisition? Est-ce qu'il s'agit d'une réévaluation? Est-ce qu'il s'agit d'une capitalisation de charges? Est-ce qu'il s'agit d'une compensation entre scission et acquisition? Donc, on va détailler tout ça, en fait, tout ce qui est évolution, on va les détailler pour se préparer, comme je vous ai dit, en fait, pour documenter votre travail et qu'il soit donc à la disposition de commissaires aux comptes et même de nos supérieurs hiérarchiques quand ils demandent information. Donc ça, en fait, aussi, on va le trouver dans chaque module. Dans chaque module, il y aura plusieurs tests. En fait, ça, c'est le travail. En général, c'est le travail de l'auditeur. Mais nous, en fait, on l'a familiarisé. Donc, on l'a adapté pour qu'il soit à la disposition du comptable pour lui faciliter donc, ses travaux de comptabilité et d'autocontrôle de ses travaux de comptabilité pour s'assurer vraiment donc, que son travail donc, il a été bien réalisé, bien documenté. Tout ça dans l'organisation comptable. Là aussi, en fait, ce sont les documents donc, en Excel. Donc là, on trouvera, comme je dis, en fait, c'est un document que je travaille, que travaille, qu'utilise l'auditeur en général. Donc avec les objectifs, avec le travail à effectuer, avec description de tests, avec les tests, voilà, description de chaque test. Et là, comme je vous ai dit, en fait, c'est un outil d'autocontrôle et qui nous permet vraiment de se familiariser, de se préparer donc, aux travaux de commissaire au compte, d'auditeur qui va passer. Donc, nous, on va anticiper, on va réaliser tout ce travail-là et on va le documenter pour que le passage de commissaire au compte sera un passage
fluide qui ne gaspille pas énormément de temps euh, indispensable. On va voir maintenant tout ce qui est base de l'organisation comptable. Voilà, en fait, là, c'est le cycle comptable. Donc, nous, au niveau de notre Mhm. formation, on va passer toutes ces étapes-là, de la première étape à l'étape 6. Donc, le cycle comptable, comme vous le savez, il commence par là, tout ce qui est transaction, donc saisit tout ce qui est facture, tout ce qui est achat, tout ce qui est loyer, tout ce qui est encaissement, décaissement. Par la suite, il y aura donc l'écriture comptable donc, au niveau du journal. Donc, c'est l'étape 2. Donc, on utilisera, par exemple, le journal achat, journal vente, journal caisse. Par la suite, donc, tous ces journaux-là seront reportés dans le grand livre, à tous les comptes de tous les comptes utilisés donc, dans les journaux. Ils seront donc reportés dans ce qu'on appelle le grand livre qui trace en fait le détail de chaque compte. Et par la suite, ce grand livre-là, il sera consolidé et synthétisé dans un document qu'on va l'appeler balance. Et donc, la balance, c'est un regroupement, c'est une synthèse des soldes de grands livres, des soldes de grands livres, des soldes débiteurs et des soldes créditeurs, des mouvements en fait débiteurs et mouvements créditeurs. L'étape 5, donc à partir de la balance, donc certainement, donc on va établir les états financiers, mais en fait, de passant de l'étape 4 à l'étape 5, il y aura beaucoup de travail de justification des comptes, de rapprochement et de justification des comptes seront nécessaires pour vraiment donc dire qu'on pourra éditer nos états financiers et que nos états financiers sont des états financiers fiables qui sont donc exemptes de toute donc, aberration significative. Et après, en fait, l'établissement des états financiers, que le commissaire aux comptes donc, il passe, il nous met son rapport, donc on fera l'opération de clôture de l'exercice. Et cette opération de clôture, l'étape 6, c'est une opération irréversible, c'est-à-dire si on l'a réalisé la clôture, on ne pourra plus en fait rouvrir l'exercice. C'est pourquoi en fait il est indispensable de réaliser des sauvegardes avant de lancer l'étape 6. Et l'étape 6, comme je vous ai dit, en fait, on pourra la lancer qu'une fois que le commissaire aux comptes il a complété son travail, il nous a remis des états financiers définitifs, il nous a remis son rapport. Et en ce moment-là, on pourra certainement clôturer l'exercice et réaliser une ouverture de l'exercice suivant. Voilà les étapes, en fait, le roadmap en fait, des écritures comptables. Donc, on commencera par une écriture donc, au niveau du journaux. Par la suite, en fait, les écritures au niveau du journal, ils vont être défalquées dans le grand livre, compte par compte. Et par la suite, le grand livre va être synthétisé au niveau de la balance. Donc, on va voir maintenant, en fait, pour une écriture comptable particulière, donc comment donc, cette écriture, elle va être matérialisée dans nos documents comptables, donc à partir de journal, grand livre et balance et des états financiers. Donc, comment une écriture simple comme celle-là, donc avec deux comptes qu'on a utilisés, comment exactement donc ils vont être réellement au niveau de système, donc au niveau du logiciel de comptabilité comment ça va être matérialisé. Donc, par exemple, là, on va voir donc, une opération simple d'achat, donc achat non stocké de matières premières, et on va donc créditer un compte fournisseur. D'accord? Donc, on a utilisé le compte débité, le compte 606, et on a crédité le compte 401. Donc, au niveau des logiciels, au logiciel en fait, de comptabilité, donc on va utiliser ce logiciel-là, en fait, qui n'est pas très avancé, mais il y a certainement d'autres logiciels qui sont avancés et qui sont basés sur des paramétrages. Donc là où on passera pas par cette étape de choix de journal. Mais nous, en fait, j'ai utilisé exprès ce logiciel pour vous montrer vraiment donc, quelles sont les étapes que l'écriture comptable passe. Donc, la première des choses, le logiciel va demander de choisir donc, le journal dans lequel vous voulez saisir votre écriture. Et donc, si c'est une opération à nouveau, c'est-à-dire la balance d'ouverture, donc on utilisera donc les à nouveau. Si c'est une opération qui concerne donc la banque, on va utiliser journal banque. Si c'est une opération d'achat, on va utiliser journal achat. Si c'est une opération de vente, on utilisera journal de vente. Et si c'est une opération diverse, donc on va utiliser le journal de l'OD. Donc, voici l'écriture comptable. En fait, l'écriture comptable, cette écriture comptable-là,
Donc, on a débité le compte 606, on a crédité le compte 401 pour 30 000 comptablement. Donc, c'est la même chose. Donc, au niveau du journal, donc ça, c'est le journal. Donc là, vous voyez, en fait, c'est le journal achat. Journal achat, on a débité donc, le compte donc 606. Donc, voilà, il est débité. Et on a crédité le compte 401 pour le même montant. Et donc, le journal, qu'est-ce qu'il fait? Le journal, en fait, il fait comme une copie de l'écriture. Donc, comme en fait, dans notre visuel, donc l'écriture, donc elle est pratiquement recopiée dans le journal. Donc, le journal, en fait, il retrace la même écriture. En fait, il va prendre tous les comptes utilisés donc, pour passer l'écriture. Il va les lister, donc, compte par compte. Euh, il va les lister, donc, compte par compte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va ajouter le mouvement, donc numéro de mouvement et la date. Donc, on dit que le journal se compose d'écriture comptable brute. Vous voyez, en fait, c'est l'écriture comptable brute. C'est la même écriture. Deux comptes qui étaient utilisés. D'accord? Donc, le journal se compose d'écriture comptable brute qui enregistre des transactions donc, commerciales par ordre séquentiel et par date. Donc, l'ordre séquentiel, c'est celui-là, en fait. Ça, c'est 26, là, c'est 27, là, c'est 116, et ainsi de suite. D'accord? Et par date. En fait, on trouvera le 31 janvier, le 28, 2, le 23, 2. Et aussi au numéro de compte, en fait, il va utiliser par ordre croissant. Donc, c'est pourquoi, en fait, il a commencé par le compte fournisseur avant le compte de charge. D'accord? Voilà. Donc, ça, au niveau de journal. Donc, au niveau du journal, par exemple, là, on a l'écriture 26, l'écriture 27, l'écriture 28. Dans toutes ces écritures-là, on utilisait le compte 401001, donc là pour 30 000, là pour 28 000 et là pour 25 256. En fait, au niveau de grands livres, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ces écritures-là, chaque ligne de journal, en fait, elle va être prise seule dans ce qu'on appelle le grand livre. Et donc, on va voir, donc, voilà. Vous voyez là, ça c'est le grand livre. Vous voyez ça, c'est le grand livre. Et donc, le grand livre, qu'est-ce qu'il a pris? En fait, il a pris les écritures d'achat, la première de 30 000, la deuxième de 28 000 et la troisième de 25 000. Vous voyez là, voilà les écritures. Donc, 30 000, 28 000 et 25 000. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris dans le grand livre. On va revenir là. Supposons que là, en fait, on a deux écritures. Donc, la première écriture, 31 janvier, et la deuxième, le 28-2. Donc, on va voir, là, c'est la partie journal d'achat. Et là, c'est la partie grand livre. On va voir, quand on passe une écriture dans le journal, qu'est-ce qui va se passer au niveau de grand livre. En fait, là, on a passé une écriture en utilisant deux comptes. Compte de charge et un compte de fournisseur. Et donc, au niveau de grand livre, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le grand livre de chaque compte de grand livre, par exemple celui-là 606, il va regrouper tous les comptes, en fait, toute opération, donc là où nous avons utilisé ce compte. Par exemple, là, 31 janvier, on a utilisé le compte achat pour 30 000. Et donc, voilà, on trouve cette écriture. Et au niveau de 28.2, on a utilisé le même compte 606 pour 28 525. Et voici l'écriture. Et donc, le grand livre, il va centraliser, donc compte par compte. Ce n'est pas comme le journal. Le journal, comme je vous ai dit, en fait, il a retracé l'écriture brute, donc comme si donc, on l'a sur papier. Mais au niveau de grand livre, en fait, il va analyser compte par compte. Pour chaque compte donc ouvert dans le grand livre, il va prendre tous les mouvements donc réalisés durant l'année, que ce soit des mouvements en débit ou des mouvements donc au crédit. Donc, les opérations financières sont d'abord enregistrées de manière chronologique dans le journal, ça c'est ce qu'on a vu. Ces écritures donc journalières sont ensuite reportées compte par compte. Vous voyez, en fait, ça c'est le compte 606, ça c'est le compte 401. Donc, c'est compte par compte dans le grand livre. Voici. Vous voyez, en fait, le grand livre, il est, par exemple, ce grand livre-là, donc voilà, il est grand livre, il est là, on va voir la partie 401 001. Donc, vous voyez les mouvements. Donc, les mouvements réalisés sur ce compte-là,
et donc retracé dans notre grand livre. D'accord? D'accord. En fait, vous allez se familiariser donc au fur et à mesure. Donc, vous allez se familiariser donc à ces étapes-là. Donc, certainement, il y en a des gens en fait qui connaissent très bien donc ce process en fait de traitement de l'information comptable, du saisie en fait jusqu'au journal et par la suite au gros livre et balance. Et là, en fait, en fait, j'ai voulu faire cette présentation donc, pour que par la suite, quand par exemple on a besoin de voir en fait le détail de compte, donc on sait très bien que le détail, on le trouvera dans le gros livre et on ne trouve pas en fait de détail, par exemple, de la balance. Et quand on va voir vraiment l'écriture comptable, comment il a été passé, donc on dira que l'écriture comptable, donc on va la trouver au niveau de journal. Et donc, quand on veut juste un solde de compte, en fait, de compte, on sait très bien que le solde de compte, en fait, ils sont résumés dans le grand livre, dans la balance. D'accord? Vous voyez là aussi le compte 606, donc il va tracer tous les mouvements, toutes les écritures qu'on a vues, le 26, 27, 28. Voilà, donc total mouvement débit, total mouvement crédit et solde cumulé. Là, si vous voyez en fait le compte 606, ce compte-là. Donc là, on est dans le compte 606. Là, on est dans le grand livre du compte 606. Vous voyez en fait en bas cette ligne-là. Donc en bas. Donc ça, c'est le cumul débit et le cumul crédit. Vous voyez là, c'est le cumul débit et le cumul crédit. C'est ça en fait ce qu'on va mettre au niveau de la balance. Au niveau de la balance, on va prendre que la dernière ligne. Donc au niveau de la balance, on va prendre que cette ligne-là. D'accord? Donc, vous voyez, au niveau de grands livres, c'est tout ce qui est détail, détail des mouvements débit, détail des mouvements crédit. Mais au niveau de la balance, on va prendre ce montant-là pour le montant débit et le montant-là pour le montant crédit et le solde. D'accord? Et voici, voilà, par exemple, ce compte, ce qu'on a vu maintenant, 606. Voilà. Vous voyez, 606. Donc, mouvement débit, 476. Mouvement crédit, 0. Et donc, solde débiteur. Donc, ça, c'est notre balance. D'accord? Ça, c'est, voilà, ça, on est dans la balance. D'accord? Et donc, la balance, qu'est-ce qu'elle fait? La balance, donc, la balance, elle va prendre le cumul des mouvements débit et le cumul de mouvements crédit de chaque compte et elle va créer donc là, on va mettre cumul débit, cumul crédit et solde. Est-ce que le solde débiteur ou bien solde créditeur? Donc, c'est total mouvement débit et crédit dans le grand livre du compte 401 et total mouvement débit crédit de grand livre de compte 606. D'accord? Vous voyez en fait le grand livre, donc il est classé donc, par classe. Donc vous trouvez la classe totale classe 1, totale classe 2, totale classe 4, totale classe 5, 6 donc, et 7. Et le total général, en fait, le total de la balance. Et là, en fait, on doit s'assurer, parmi les choses qu'on doit s'assurer, que les total débit égale total crédit. D'accord? Donc, que ce soit la balance, soit on dit qu'une balance équilibrée. Donc la balance, c'est quoi? La balance, donc, c'est déduit de grands livres. Donc la balance, elle est extraite c'est déduit en fait de grands livres. C'est simplement la totalisation des mouvements de grands livres par compte et par classe comptable. Les totaux débit crédit de la balance doivent être équilibrés. On vient de dire. La balance, en fait, elle va servir par la suite, mais certainement, donc c'est pas directement, mais après tout ce qu'on appelle ce qu'on appelle donc les écritures de c'est pas les écritures de rapprochement. Certainement, donc il y aura donc tout ce qui est les écritures de recul et ainsi de suite, mais tout ce qui est justification des comptes. Donc on va travailler, et d'ailleurs ce qu'on va voir au niveau de la comptabilité, comment réaliser tout ce qui est opération de justif des comptes. Donc, chaque compte doit être justifié. Et quand je dis justifié, c'est-à-dire le solde doit être justifié. Donc, chaque solde doit être justifié et détaillé. Et donc, on sait très bien donc, qu'il est constitué, qu'il correspond vraiment donc, à ce solde-là. Donc, il reflète vraiment donc, la réalité. Donc, qu'il n'y a pas
qu'il n'y a pas des omissions, qu'il n'y a pas des erreurs, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est toute la partie, donc à la fin, c'est la partie de justification des comptes. Et donc, une fois donc, on a justifié les comptes, une fois donc, on a régularisé, on a passé les écritures de fin d'année, éducateurs, des séparations d'exercices, et ainsi de suite. Et donc, maintenant, on pourra éditer nos états financiers. Donc, les comptes de classe, les classes 1 jusqu'aux classes 5, donc ça va constituer donc, notre bilan. Et les comptes, en fait, des classes 6 et classe 7, ça va en fait constituer les éléments de l'état du résultat. D'accord? Ça, juste quelques remarques. En fait, les comptes d'actifs du bilan et les charges de compte de résultat fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire ils augmentent par le débit et diminuent par les crédits, et inversement pour les comptes de passifs et les comptes de produits, qui en fait, ils augmentent par crédit et diminuent par le débit. Voilà. Ça, ce sont les états financiers. Donc, ça, c'est le bilan. Le bilan, en fait, notre bilan, vous allez trouver au niveau des actifs, vous allez commencer par tout ce qui est actif non courant. Par la suite, vous allez trouver tout ce qui est actif courant. Et par la suite, nous trouvons donc, les obligations corporelles, financières. Par la suite, on trouvera le stock. Par la suite, on trouvera le client. Et par la suite, on trouvera tout ce qui est placement et liquidité, équivalent de liquidité. Là, en fait, si vous remarquez, on voit que nos actifs, en fait, au niveau de bilan, donc, sont classés par ordre de liquidité croissant. C'est-à-dire, donc, on a mis en haut, en fait, tout ce qui est actif les moins liquides, donc, ce sont les immobilisations, donc, qui nécessitent du temps pour le transformer, donc, en liquidité. Et on trouvera en bas tout ce qui est liquidité et l'équivalent de liquidité, ou bien les placements, donc, ils sont facilement transférables donc, en liquidité. Donc, on pourra facilement donc, les vendre, par exemple, et donc les transformer en liquidité. Par contre, tout ce qui est capitaux propres et passifs, on dit en fait, elles sont classées par ordre d'exigibilité croissant. Donc, on va trouver les capitaux propres, en fait, tout ce qui est donc apport et droit des actionnaires. Et par la suite, on trouvera donc tout ce qui est passif non courant, c'est-à-dire les emprunts, tout ce qui est passif courant, donc tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est état impôt, tout ce qui est organisme social. Et on trouvera aussi tout ce qui est concours bancaire. Et donc, vous voyez, en fait, en bas, c'est le concours bancaire. Et ça, c'est le passif le plus exigible. Et en haut, en fait, c'est le droit des actionnaires. En fait, c'est le passif le moins exigible. D'accord? Donc, on dit que donc, notre passif, donc, il est classé par ordre d'exigibilité croissante. Et donc, si on a des éléments donc, de capitaux propres et de passifs donc, à classer, et donc on doit les classer de cette façon. On doit les classer par ordre d'exigibilité croissante. Très bien. Là, en fait, je vais vous parler un peu des fonctionnalités donc, Excel qui sont nécessaires donc, à maîtriser pour un comptable. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer donc, un document Excel qui contient en fait ces formules-là. Donc, il y en a la fonction donc, Excel à maîtriser. Donc, je préfère en fait partager un autre document qui sera. En fait, certainement, donc il y en a des gens de vous, en fait, qui connaissent déjà ces fonctionnalités, mais en fait, on va les parcourir, en fait, juste pour rappel et s'assurer donc qu'ils ont bien, voilà. Voilà les fonctionnalités essentielles à utiliser. Donc, il y en a la fonction somme, la fonction si, la fonction somme si ensemble, la recherche V, donc ça c'est très important, et le lien hypertexte, là, en fait, ça va nous permettre de s'organiser et donc d'en avoir des pièces justificatives par des liens hypertextes. La fonction somme, donc, comme vous le savez, donc, elle peut faire la somme d'une série, en fait, des séries de données en fait, qui sont alignées, ou bien la somme d'une plage, donc comme celle-là, en fait, on fait la totalité de données. La fonction si, donc c'est une fonction logique, donc qui va nous faire en fait apparaître donc du texte, donc pour dire donc
performance ou défaillance. Par exemple, là, on a les réalisations et les budgets. Donc, on va dire que si, en fait, si les réalisations dépassent les budgets, vous devez vous afficher donc performance. Ici, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire le budget, donc il n'est pas atteint, donc les budgets il est supérieur à la réalisation, donc vous mettez défaillance. Donc, comment ça se passe? Donc, égal si, et donc on fait la condition. Par exemple, c'est 12 supérieur à des 12, donc on fait point virgule, et entre guillemets, on fera performance. Sinon, donc si ce n'est pas performance, on mettra défaillance. Somme si, ça c'est somme, mais avec condition. Donc c'est comme la fonction somme. Donc on va sommer donc une liste, mais on va dire somme si, donc avec toute cette colonne-là, mais pour les valeurs qui dépassent, qui sont supérieures, par exemple là, qui sont supérieures à 40. Donc il ne va pas inclure dans la somme les 23 et les 35. Donc il va faire la somme que des 65, 45 et 50. Ça, c'est la somme si. Somme si ensemble, en fait, c'est la somme, mais sous plusieurs conditions. Donc, on pourra ajouter autant de conditions qu'on veut. D'accord? Par exemple, là, on va faire voilà, la somme de cette ligne, de cette colonne-là, la colonne E. Quelles sont les conditions? Tout d'abord, l'ouvrier doit être l'ouvrier Ali, donc c'est Ali. Deuxième condition, la machine doit être la machine 2. Troisième condition, le jour doit être lundi. Donc, on va faire la somme de production réalisée par Ali le lundi avec la machine 2. Vous voyez, en fait, il y en a plusieurs conditions. Et ça, c'est vraiment très utilisable au niveau de la comptabilité. La fonction aussi, parmi les fonctions les plus fameuses, en fait, c'est la recherche V. Donc, la recherche V, donc c'est une fonctionnalité très donc appréciée, très utilisée par les comptables. Donc, et d'ailleurs, en fait, donc il y en a beaucoup de comptables qui l'utilisent en fait, pour déterminer en fait les états financiers à partir de la balance. Donc, il y aura directement donc rattachement de chaque compte aux états financiers et en fait, au compte en fait, qui va regrouper donc voilà. Lien hypertexte, ça aussi, en fait, c'est une fonctionnalité très importante. Par exemple, là, au niveau des pièces justificatives, donc on va mettre le lien. Par exemple, là, c'est le PV de l'Assemblée générale donc de telle date. Donc, par exemple, celui-là, on va écrire PV de l'Assemblée générale de 10 janvier, donc PV d'approbation des comptes. Donc, comment créer un lien hypertexte? En fait, on va cliquer droit par la souris et on va dire, en fait, voilà, lien. D'accord? On va dire lien. Et ce lien-là, en fait, il va nous faire parcourir, donc il va donner le droit de parcourir le fichier et on va sélectionner donc un document. Par exemple, celui-là, et je vais lui dire OK. Et donc, vous voyez, en fait, le texte, il est devenu donc en bleu, il y est donc souligné et en plus, il est cliquable. Vous voyez là, en fait, si je vais cliquer, il va m'amener directement donc il va m'amener directement donc euh, va m'amener directement donc au fichier donc que j'ai lié donc avec ça. D'accord? Aussi, en fait, tout ce qui est tableau croisé dynamique, ça, c'est très important aussi donc, à maîtriser. Donc, au niveau de tableau au niveau au niveau des travaux de comptabilité. Ça, c'est très important à maîtriser donc, le tableau croisé dynamique. Ça, en fait, les principales fonctionnalités, donc Excel, donc à maîtriser euh, pour, pour un comptable. Voilà. Le dossier permanent maintenant. En fait, on va parler de dossier permanent. En fait, ce n'est pas toutes les entreprises, donc par exemple donc les petites et les moyennes entreprises, donc qui disposent vraiment d'un service juridique, d'un service financier, d'un service comptable, et ainsi de suite. Donc une bonne partie d'entreprises, là on va trouver le comptable qui est responsable de tout. En fait, il est responsable de la partie juridique, il est responsable de la partie comptabilité, il est responsable de la partie finance.
Et donc, tout ce qui est documentation juridique, on va les trouver chez le comptable. Et donc, le comptable, là, il doit s'organiser. Parce que s'il va traiter beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup de papiers, donc s'il n'est pas très organisé, donc il va tout perdre. Et donc, il va perdre l'accès à ces données-là, à ces documentations en cas de besoin. Et donc, comme organisation, donc, ce qu'on appelle le dossier permanent. Donc, le dossier permanent, une entreprise également reconnue sous le nom de fichier permanent. On dit fichier permanent lorsqu'il est, donc, il est électronique, c'est-à-dire donc, il est sous format donc, électronique. Donc, il est un ensemble de documents essentiels et permanents qui contiennent des informations de base sur l'entreprise et sont conservés donc, à long terme. En fait, ce sont des documents qui concernent essentiellement l'exploitation. Donc, ce n'est pas des factures, ce n'est pas des déclarations fiscales, ce n'est pas des déclarations sociales, ce n'est pas des fiches de paye, mais plutôt en fait de la documentation essentielle, permanente à l'entreprise, comme par exemple les statuts de l'entreprise, les PV des assemblées et ainsi de suite. Donc, le dossier permanent, en fait, la structure générale de dossier, on trouvera donc une section administrative, on trouvera donc une section donc, légale. Voilà. On trouvera une section fiscale, donc tout ce qui est notification donc de l'administration fiscale, donc tout ce qui est conflit avec l'administration, donc tout ce qui est section comptabilité, donc le comptable, par exemple, le manuel comptable, tout ce qui est section sociale, donc tout ce qui est convention réglementée, tout ce qui est convention donc, qui concerne le secteur, concerne les salaires et les primes, tout ce qui est section donc, commerciale, tout ce qui est contrat que nous avons donc avec nos clients ou bien avec nos fournisseurs, et tout ce qui est section informatique avec les droits des accès et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, en fait, il y aura donc une architecture donc, des dossiers, par exemple, section administrative, on va mettre, c'est le A, c'est la lettre A. On va mettre A1 sont les statuts de l'entreprise, et les A2 sont l'acte constitutif. Et par la suite, par exemple, là, par exemple, comme section donc, légale, donc on va mettre B2, procès-verbaux des assemblées générales. B2.1, c'est procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive, B22, procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire, donc B2221, en fait, PV de voilà, approbation des affaires financiers, et ainsi de suite. Là, en fait, ces références-là, où on va les mettre? On va les mettre en haut à droite de chaque document. Donc, c'est comme celui-là. Voilà, vous voyez là, c'est B221. Tout d'abord, donc, nous, avec cette méthode de classification, on pourra accéder très rapidement donc, aux documents. Ça, c'est la première, donc, le premier avantage. Et deuxième avantage, en fait, avec ce référence-là, on pourra reclasser le document à sa place. Donc, le document il sera reclassé à au bon emplacement et donc il sera accessible donc, à tout moment. Et maintenant, en fait avec les liens hypertextes, on pourra vraiment classer ce document-là et qu'il soit en fait accessible et partagé avec plusieurs services. Personnellement, en fait, quand j'ai travaillé beaucoup en fait en tant que directeur administratif et financier, et j'ai vu en fait l'organisation administrative et l'organisation de la documentation, il est indispensable et un atout très important et très apprécié. Donc, quand on voit que le comptable il gère bien la documentation, surtout les dossiers juridiques de l'entreprise, donc et qu'il veille donc à sa production et qu'il veille à son classement donc et sa mise à jour. Donc ça, c'est très apprécié concernant le comptable, qu'il soit organisé, parce que quand on va vous demander de nous communiquer le procès-verbal de l'Assemblée générale, vous ne devez pas vous tarder à nous communiquer cette information-là. Si vous êtes organisé, vous allez pouvoir donc nous extraire ou bien nous partager ce document rapidement. Quelques bonnes pratiques, là en fait, je vais le citer, quelques bonnes pratiques donc, que j'utilise, que j'ai vues en fait chez pas mal d'entreprises. Là en fait, les mentions obligatoires des factures. En fait, vous le savez, donc facture, donc c'est la pièce justificative au niveau de la comptabilité. Donc au niveau de la comptabilité, on passe les écritures comptables essentiellement sur la base des factures et non pas, par exemple, sur la base des BL, des bons de livraison. Mais on utilise des factures. Et là, les factures, en fait, chaque administration fiscale, elle a listé les mentions obligatoires. Et en général, ces mentions obligatoires, c'est standard international. Donc, vous trouvez toujours donc, les mêmes donc, mentions
en général obligatoires à mettre au niveau des factures. Et donc, quand on dit c'est une mention obligatoire, donc le manquement d'une de ces obligations, de ces mentions obligatoires, pourra donc amener au rejet de cette facture. Et c'est-à-dire, si on va rejeter une facture, c'est comme si on a rejeté une charge. Et donc, si on a rejeté en charge, c'est-à-dire on va augmenter le résultat de l'entreprise et par conséquent, on va augmenter l'impôt à payer par l'entreprise. D'accord? Et donc, vous voyez l'importance, en fait, de ces mentions obligatoires. Et donc, en général, j'ai vu, en fait, et j'ai assisté pas mal de fois. Donc, on faisait donc un tampon, un cachet, là où on mentionne, en fait, toutes ces mentions obligatoires et que le comptable, en fait, dès la réception de la facture et avant, surtout avant de procéder au paiement, parce que vous savez, si vous recevez une facture, avant de procéder au paiement, vous pouvez toujours réclamer, demander donc correction de facture. Mais une fois payé, vraiment, ça sera très dur surtout pour les fournisseurs avec lesquels on travaille d'une façon occasionnelle. Donc, moi, personnellement, j'ai confectionné donc un tampon là où j'ai mis, en fait, dans des cases à cocher, donc devant chacune des ces mentions obligatoires, et je demandais au comptable, dès la réception de facture, il mettra donc le cachet sur la facture et il pointe, en fait, ces mentions obligatoires. Comme ça, on est certain que nos factures sont en bonne et due forme et sont en règle et il n'y aura pas un jour un conflit avec l'administration fiscale concernant donc une mention obligatoire donc, qui manquait sur une facture. Donc, les mentions obligatoires, il y en aura le numéro d'identification fiscale du vendeur et l'acheteur, c'est-à-dire le matricule fiscal de l'acheteur et du vendeur. Ça, c'est indispensable et c'est obligatoire. Numéro de facture. Donc, s'il y en a une facture sans numéro, ce sera une facture rejetée. Donc, un numéro, et d'ailleurs, la numérotation ne doit pas être réalisée de façon manuelle, ça doit être un document pré-numéroté. Donc, c'est-à-dire, donc, soit un système qui imprime, en fait, qui édite les numéros d'une façon donc chronologique, soit en fait un imprimé avec lequel on trouve les factures sont classées par ordre chronologique. La date d'émission de la facture. Donc, une facture sans date, c'est une facture peut-être rejetée. La dénomination sociale ou le nom ou le prénom de vendeur et de l'acheteur. En fait, on doit mentionner les noms de sociétés donc, sur les factures. Description détaillée de biens et de services. En fait, on ne doit pas se limiter donc juste à un montant. Donc, on doit décrire donc de quoi il s'agit, en fait, des descriptions de biens ou biens services fournis. Donc, aussi, en fait, on doit mettre la quantité, le prix unitaire, le montant total hors taxe de chaque bien et service fourni. Ils n'ont pas donc juste un montant global, donc sans faire de détails. Le montant de TVA, donc à collecter, ainsi que son taux applicable. En fait, la TVA doit apparaître distinctement. En fait, on ne doit pas mettre le montant en TTC. Donc, on doit mettre le montant en hors taxe et par la suite, on va mettre le TVA avec le taux applicable. On va mettre par exemple 19% et on va calculer le taux, on va calculer la TVA. Le montant total, toute taxe comprise en TTC, donc est à payer. La mention facture, donc on doit mentionner au niveau de la document qu'il s'agit d'une facture ou bien invoice. Donc comme ça, donc on est certain qu'il s'agit d'une facture et non pas d'un BL, par exemple. Mention de la TVA non applicable, et ça c'est des cas exceptionnels lors de la déclaration de TVA. Aussi, comme mention, comme tampon, en fait, c'est la comptabiliser en fait, pour le comptable. Donc, ça, en fait, pour s'assurer, donc, et poursuivre, en fait, ces factures. Donc, il s'assure, donc, que chaque facture, donc, a été saisie comptablement. Donc, elle porte ce tampon-là, comptabiliser et l'écriture numéro. Et donc, quand il veut vérifier, il veut voir, en fait, comment cette facture a été prise en charge comptablement. Donc, il va utiliser le numéro de facture. D'accord? Aussi, lorsqu'il va payer donc, cette facture, il va mettre payer il a en fait pour vraiment donc, distinguer donc, les factures qui n'ont pas été payées. Et éviter le double paiement des factures, surtout lorsqu'on a une comptabilité à jour. Et c'est le cas de plusieurs sociétés que j'ai vues en fait dans ma vie professionnelle. Donc, il y en a beaucoup de sociétés qui ne sont pas à jour, et même, elles sont des sociétés de moyenne taille. En fait, ce pas des petites sociétés. Donc, on va mettre le cachet payer le chèque numéro, virement, espèce et écriture de paiement. Voilà. Ça, en fait, ce sont les bonnes pratiques donc, que j'ai vraiment, j'ai voulu vous le montrer et j'ai voulu, en fait, vous le dire.
Donc, j'ai prévu en fait cette présentation. Donc, en fait, c'est pas les 2 heures qui sont déjà prévues. Déjà, on a fait tout ça dans 1 heure. Et donc, ce sera le reste. Donc, on commencera donc à partir de la semaine prochaine. Donc, où, là, en fait, on va commencer par la norme sur les immobilisations corporelles. Je vais vous partager un peu en fait la norme comme ça, donc vous allez savoir donc, qu'est-ce que vraiment donc, on va voir la prochaine fois. Voilà. Et donc, la prochaine fois, donc, on va commencer donc, avec les immobilisations donc, corporelles. Donc, et voici en fait le slide qu'on va utiliser. Et l'immobilisation corporelle, en fait, c'est un module très important. Donc, vu en fait que les immobilisations en général dans une entreprise, dans le bilan de l'actif d'une entreprise, ça représente entre la moitié et le 2 tiers et même plus du total de l'actif. Et donc, c'est un module très important et même la norme est une norme vraiment très détaillée. Et donc, on va la défalquer, on va la décortiquer, on va la maîtriser. Donc, on va la parcourir donc paragraphe par paragraphe avec toutes les explications, des exemples, des essais et ainsi de suite. Là, par exemple, qu'est-ce on va voir? On va voir l'introduction sur l'obligation, champ d'application de la norme, critères de reconnaissance, évaluation initiale et mesure de coûts, comptabilisation de coûts ultérieurs, amortissement, dépréciation des immobilisations, réévaluation, échange des comptabilisations et informations à divulguer. Et donc, vous allez trouver toujours donc, avec des schémas comme ça, donc, pour synthétiser, pour résumer, donc, chaque fois qu'on a, donc, voilà, ça c'est l'importance. Vous voyez, en fait, le tas des immobilisations, c'est pratiquement de, les 2 tiers du total actif. Et donc, on trouvera des petits slides comme ça, donc explicatifs. Donc, là, nous étions dans l'introduction. Et là, en fait, chaque fois qu'on voit quelque chose, on va voir des exemples pratiques et des exercices. Donc, et là, en fait, le coût, par exemple, avec les cas pratiques. Et là, c'est la schématisation. Donc, chaque fois où on termine donc, un module, on va le schématiser pour vraiment donc, assurer une maîtrise totale de la module qu'on voit. Et là, ce sont les écritures comptables qu'on va passer. Donc, chaque fois, donc, il va là, c'est l'écriture erronée qu'on doit éviter. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et donc, vous voyez, en fait, chaque fois, vous allez trouver les comptes et les écritures donc, comptables de chaque chose qu'on voit. Mais vraiment, donc, on va entrer dans beaucoup de détails de la norme pour vraiment la maîtriser. On va voir l'échange, on va voir les. Là, c'est le coût, la base de l'amortissement. Donc, avec des exercices, donc on va voir le plan d'amortissement comptable. Vous voyez, en fait, tout ça, ce sont des exercices qu'on va aller voir. D'accord? Chaque partie délicate. Donc, on va prendre notre temps donc, pour vraiment donc, la maîtriser une fois par toutes. Une fois pour toutes. D'accord? Et une fois, en fait, on a terminé ce volet-là, volet des immobilisations, des volets de parcours de la norme, nous avons en fait un document qu'on va parcourir aussi. En fait, ça, c'est le document que je vous ai dit, c'est le document Excel qui va vous permettre vraiment de maîtriser donc, notre travail et donc de s'assurer que nous avons vraiment, donc on a bien
bien fait notre comptabilité. Et d'ailleurs, par exemple, là, c'est un module, c'est une des parties les plus importantes, c'est le tableau d'amortissement. Donc, on va voir comment en fait on va prendre notre point de départ, qui ce sera par exemple le tableau d'amortissement donc de l'année tableau d'amortissement donc de l'année N-1, et comment ce tableau-là va être utilisé donc, pour concevoir le tableau d'amortissement de l'année N plus 1. Et donc, quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les étapes donc, à suivre? Donc là, on va le voir donc, étape par étape pour vraiment donc, qu'on puisse à la fin en avoir tableau d'amortissement donc, final. Et on va voir donc, la conformité, les tests de taux d'amortissement. Donc, on va appliquer, on va la comparer avec tout ce qui est taux admis fiscalement. On va vérifier le tableau d'amortissement. On va faire le tableau d'amortissement récapitulatif, en fait, à partir de tableau d'amortissement détaillé. On va faire le rapprochement entre le tableau d'amortissement et les états financiers. On va faire la revue analytique. Donc là, tout ce qui est amortissement comptable et amortissement fiscal. Et on va déterminer l'incidence, en fait, de la divergence. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, tout ce qui est amortissement fiscal, et aussi, comme je vous ai dit, en fait, j'en ai le document sur les immobilisations corporelles. Donc, le voilà. Voilà. Ce document-là, qu'on va le voir. Donc, à partir en fait de l'examen analytique, donc on va sortir de l'examen analytique, en fait, on va mettre ce qu'on appelle les comptes rattachés. Donc, là, en fait, quand on va travailler sur le compte, par exemple, sur le module des immobilisations corporelles, en fait, on ne va pas juste travailler sur les comptes d'immobilisation, mais on va travailler ce qu'on appelle les comptes qui sont rattachés. Donc, parce que au niveau de la comptabilité, vous allez trouver toujours des comptes qui sont directement liés. D'ailleurs, donc, je vais vous montrer donc, l'exemple de l'immobilisation corporelle. Donc, voilà les principaux comptes qui sont affectés. Oui. Par exemple, au niveau des immobilisations corporelles, pour voir en fait en globalité. Donc là, en fait, on essaye d'avoir une habitude de voir en globalité. Il ne faut pas voir en fait compte par compte. Parce qu'en fait, ces comptes-là qu'on va voir, par exemple, sur les immobilisations, qui sont des comptes directement liés. C'est-à-dire, en fait, ce sont des comptes qui ne sont mouvementés en général que pour des opérations qui touchent les immobilisations corporelles. D'accord? Et là, par exemple, on va trouver des comptes de classe 2. On va trouver les comptes de classe 6. Et on va les détailler par la suite. Les comptes de classe 7. Les comptes de classe 1. Par exemple, classe 2, en fait, il y aura les acquisitions. Il y aura les cessions et les sorties. Et on va en parler. Pourquoi on a dit cessions et sorties. Tout ce qui est réévaluation. La réévaluation, donc, qu'est-ce qu'elle donne aussi? Tout ce qui est amortissement, tout ce qui est provision pour dépréciation. Tout ça sont des comptes. Donc, la classe 6, on va voir, donc parce que on va vérifier la partie entretien-réparation, comme je vous ai dit, pour ne pas omettre des grosses réparations qui devraient être capitalisées normalement, alors que nous, en fait, par réflexe, on les a mis dans les comptes entretien-réparation, c'est-à-dire dans les comptes de charge. Aussi, classe 6, il y aura les dotations aux amortissements, il y aura tout ce qui est amortissement dérogatoire. Aussi, il y aura tout ce qui est moins-value sur cession. Donc, ce compte, par exemple, le moins-value sur cession, c'est un compte qui est utilisé exclusivement pour la vente des immobilisations. Donc, pour les plus-values, donc les moins-values réalisées lors d'une vente d'une immobilisation. Les produits, il y aura les plus-values sur cession. Aussi, en fait, ce sont des comptes qui sont utilisés exclusivement, en fait, pour les comptes d'immobilisation. Les subventions d'investissement, ce sont des comptes aussi, en fait, utilisés exclusivement donc avec donc, les immobilisations. En fait, ce sont des subventions reçues pour financer une partie des investissements, donc immobilisation. Tout ce qui est production immobilisée, là on parle de tout ce qui est donc réalisation d'une immobilisation donc par l'entreprise, soit par elle-même. Et donc on parle de production immobilisée. Les comptes classe 1, donc les capitaux propres, il y aura la réserve des réévaluations. En fait, c'est la réserve des réévaluations. Là, on va mettre, en fait, lors de la réévaluation de l'immobilisation,
le plus-value, on va le mettre dans le compte de réserve de réévaluation. Et donc, ce compte réserve de réévaluation, il est directement lié aux immobilisations corporelles. Et donc, voilà, parmi les comptes. Là, en fait, comme je dis, on doit en avoir en fait une vision globale. Et donc, quand on va vraiment s'assurer et dire que les comptes de mobilisation corporelle sont en règle, donc on doit vérifier tous ces comptes-là parce que ce sont des comptes qui sont en forte liaison. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, Inch'Allah, donc au niveau de l'immobilisation donc corporelle. Donc, on commencera par la norme sur les immobilisations corporelles. Et à la fin de chaque norme, en fait, on fera donc un tableau récapitulatif donc, qui résume les divergences entre la norme locale et la norme internationale. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment donc une extrême similitude entre la norme nationale et la norme internationale. D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me les poser. Demain, je vais vous envoyer en fait cette présentation. Si vous pouvez, en fait, vous mettez vos adresses mail dans le chat, comme ça, donc je vais vous envoyer donc l'enregistrement, donc demain, donc l'enregistrement de cette séance. Et donc, et je souhaite vous voir donc la prochaine séance. Donc, notre prochaine séance, ce sera le samedi. Donc, cette formation, c'est une formation accélérée. Donc, en général, je le fais sur 2 mois et demi, 3 mois, donc sur 14 séances. Et là, en fait, j'ai un challenge de la réaliser sur un mois ou bien un mois et une semaine. Donc, en faisant 2 séances par semaine. D'accord? Donc, ce sera une formation accélérée, donc qui se terminera début du mois d'août. Donc, comme ça, pour vous laisser le mois d'août pour vos congés. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à envoyer donc votre adresse mail donc dans le chat. Comme ça, je vous envoie demain l'enregistrement de cette séance. Et comme ça, donc, je vous envoie la prochaine fois aussi l'invitation pour la deuxième séance. Et d'ailleurs, en fait, les coordonnées que je vous ai envoyées de la salle Zoom, de la salle Zoom, en fait, ce sont les mêmes qui vont rester en fait pour les 3 prochaines séances. Et donc, ce sera les mêmes liens, en fait, les mêmes identifiants, le même mot de passe. Donc, vous pouvez utiliser donc, pour la prochaine fois, pour le samedi ou pour le mardi prochain. D'accord? Est-ce que vous avez des questions donc, que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez donc des préoccupations? Donc, vous voulez donc en avoir plus de détails? Donc, je suis là pour vous répondre donc, à vos questions. Donc, est-ce que vous avez des questions donc, à me demander, à me poser? Bonsoir, Monsieur Tariq, et bonsoir à tous. Voir. Vous me recevez? Oui, bien sûr, je vous entends très bien. D'accord. Moi, c'est Thierno depuis la République de Guinée. J'ai deux questions. D'abord, Vas-y. merci pour la présentation de façon brève, quoi. Voilà. La première question, c'est, voilà, nous évoluons dans un espace réglementé par OHADA, qui n'est Mhm. pas le vôtre, je suppose. Voilà, comment ça va se passer et puis par rapport aux explications. Ça, c'est la première question. Deuxième question, ça, c'est une doléance, un service. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra pour mettre un visage sur ces noms, quoi? D'accord. Merci. OK. Très bien. Donc, concernant donc la conformité de ce qu'on présente par rapport donc, aux normes locales. En fait, moi, je suis formateur international. Je me présente, j'ai oublié de me présenter. Je suis Tarek Mnafar, je suis expert comptable. Donc, j'ai près de 24 ans d'expérience. J'étais donc chez KPMG. Et par la suite, j'ai été recruté par des sociétés. J'ai occupé pas mal de postes comme directeur financier, directeur de contrôle de gestion et directeur général adjoint. J'ai donc accompli beaucoup de missions de commissariat aux comptes, aussi d'audit, donc de banque et ainsi de suite. Et comme je vous ai dit, j'ai chapeauté pas mal de sociétés de la direction donc, administrative et financière. Ça, c'est mon CV. Donc, et maintenant, en fait, j'occupe la fonction de formateur international donc, sur les volets, donc comptabilité, audit, contrôle de gestion et intelligence artificielle. Donc, c'est pas intelligence artificielle, mais plutôt business intelligence.
donc, et essentiellement donc, le Power BI. Et j'ai formé déjà en fait des gens en fait des régions en fait d'Afrique. J'en ai beaucoup en fait des gens qui étaient formés. Et donc il a en fait certainement donc chaque pays elle a ses particularités. Mais là nous en fait on doit se préparer donc à une standardisation qui commence donc à se réaliser et commence à être adaptée. Donc certainement c'est pas tous les pays au même rythme donc d'adoption de ces normes internationales. Donc certainement donc vous connaissez donc les normes IFRS, les normes donc IAS. Et là en fait là la Tunisie donc il était parmi les premiers pays donc qui a adopté en fait ces normes et donc qui a mis à jour ces normes locales. Et maintenant, c'est vrai qu'on parle des normes locales, mais vraiment, ce sont des normes inspirées à 95% et même plus des normes internationales. Et vous trouvez en fait quelques divergences, c'est plutôt volet fiscal. Et là, en fait, ça va rester et ça va donner, ça va toujours rester la particularité de chaque pays, ce volet fiscal, donc il va faire un peu de différence. Mais sinon, en fait, le reste, ça va être vraiment standard international. Et donc, même si votre zone actuellement n'est pas à 100% en harmonie avec les normes internationales, mais rassurez-vous, en fait, vous devez se préparer donc à cette donc migration, donc tôt ou tard, donc il va venir. Et d'ailleurs, en fait, tous les pays, en fait, ils ont donné des calendriers donc, pour l'adoption des normes internationales dans leurs normes locales. Pourquoi? En fait, dans un objectif de standardisation, dans un objectif de faciliter donc, les investissements étrangers, de motiver et d'inciter en fait, les investisseurs étrangers donc, à investir dans notre économie. Et donc, les investisseurs étrangers, ils n'ont qu'une garantie au niveau de la comptabilité que qu'elle soit conforme aux normes internationales et que ce soit un seul standard donc, qui règne et qui est un seul standard qui réglemente la partie comptabilité. Et donc, dans tous les cas, cette formation, elle vous sera utile. Certainement que vous avez en fait des normes, de votre réglementation, elle est certainement, donc il est inspiré des normes internationales et qu'elle essaye en fait de progresser donc petit à petit. Moi personnellement, comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup des gens en fait du Côte d'Ivoire, du Guinée, du Mali, en fait, quand je parle vous allez d'ailleurs le constater, quand on va parler des normes, vous allez trouver en fait une large similitude. Et d'ailleurs, même au niveau de plan comptable. Vous savez, en fait, les pays francophones, donc, ils ont les mêmes, pratiquement, donc, la même classification des normes comptables. Quand on parle de la classe 1, ça sera donc les capitaux propres. Quand on parle de classe 2, ce sera les immobilisations. Et donc, ça, c'est pour tous les pays. Donc, même au niveau de plan comptable, on trouvera certainement de quelques divergences, mais là, le plus important, comme je l'ai dit en fait au départ, c'est la comptabilité, c'est plus une technique, c'est plutôt une science. Et donc, le plus important, c'est pas de connaître en fait le numéro de compte en fait au cinquième donc chiffre. Non, c'est plutôt de connaître de quelle famille, de connaître de quel groupe. Mais le plus important, c'est de savoir donc de qualifier cet élément. Est-ce que c'est du stock? Est-ce que c'est une mobilisation? Par la suite, de le valoriser. Donc, pour quelle valeur doit être donc valorisé cet élément au niveau des états financiers plutôt que le volet purement technique. Purement technique, c'est nécessaire, mais vraiment, donc, au niveau des classifications des priorités et d'importance, donc, c'est plutôt peut-être dans la troisième ou dans la quatrième donc, priorité. D'accord? Ne vous inquiétez pas, vous serez certainement en avance. Donc, et d'ailleurs, donc, j'animerai donc une formation longue en fait au mois de septembre qui va durer près de 6 mois, qui va se porter sur tout ce qui est les normes IAS qui sont encore valables et les normes IFRS et les normes IFRS donc qui sont aussi donc qui étaient adoptées. Et donc ça c'est une formation qui sera très détaillée et qui va durer près de 6 mois et tout ça, en fait, les gens, en fait, vous savez, aujourd'hui, s'intéressent à ces normes internationales. Pourquoi, en fait? Parce que tout d'abord, donc, si vous travaillez dans une société multinationale et donc vous allez ne travailler qu'avec ces normes FRS, si vous allez travailler par exemple, aussi dans une association internationale, donc vous serez amené à travailler avec les FRS. Si vous allez travailler dans les Big Four,
Donc, certainement, donc, il sera très apprécié et vous serez amené à travailler avec les FRS. Donc, ces normes, en fait, et c'est plus le choix. On n'a plus le choix. Vous savez, en fait, si on ne se rattrape pas, si on ne maîtrise pas vraiment ces normes d'ici, en fait, quelques années, on sera vraiment dépassé. Et donc, moi, je vous incite vivement donc, à maîtriser ces normes. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, en fait, la présentation et cette formation, elle va vous donner donc beaucoup d'élan et beaucoup d'informations sur les normes internationales parce que les normes locales sont basées essentiellement sur les normes internationales. D'accord? Et la prochaine fois, Inch'Allah, j'essayerai en fait de résoudre le problème que j'ai avec mon webcam. Et comme ça, en fait, vous voyez, vous avez parfaitement raison. Ça donne certainement donc beaucoup de confiance. Aussi, en fait, envoyez-moi en fait vos adresses mail. Je vais vous mettre donc en copie donc ma chaîne YouTube, là où vous allez trouver là où vous trouvez en fait des enregistrements de certaines séances que j'ai mis en ligne. Aussi, vous pouvez en fait visiter ma page donc sur LinkedIn, là où je partage en fait des documents. En général, j'ai partagé les normes IFRS avec une petite présentation et aussi les normes IS. Et en fait, chaque fois, en fait, je partage des conseils pour les jeunes comptables ou bien jeunes auditeurs, ou bien jeunes contrôleurs de gestion. Très bien. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci beaucoup, Merci. merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? N'oubliez pas essentiellement, n'oubliez pas surtout de m'envoyer en fait votre adresse mail pour que je puisse en fait vous envoyer l'enregistrement de cette séance et le lien vers ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie une autre fois d'être présent avec nous donc aujourd'hui. Donc, et je souhaite en fait vous voir donc la prochaine fois. Et je vous souhaite bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. À samedi. Pareil, à samedi, Inch'Allah.